venez d'entendre Emmanuel Macron, il est 13h05, nous sommes sur Sud Radio, vous êtes avec Péricule Légas qui reçoit très solennellement Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France, donc un dignitaire franc-maçon. Le thème de notre antenne, monsieur le grand maître, c'est parlons vrai. Alors je sais que les francs-maçons sont des gens, je vais pas dire prudents, mais qui font attention à ce qu'ils disent. J'espère que cet échange pendant 1 heure va être sincère et loyal et que nous allons pouvoir aller au fond des choses, parce que votre présence ici, l'entité que vous représentez, l'institution que vous représentez, participe de l'histoire de France. Nous célébrons aujourd'hui les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, et pas de l'église et de l'État. Et nous savons à quel point la franc-maçonnerie a joué un rôle important. Alors c'était peut-être pas forcément votre obédience à l'époque. On va en expliquer, vous allez justement nous expliquer. Les grands noms, c'était le petit Père Combe, bien sûr, Valdez-Crousseau, Aristide Briand, député socialiste qui a été rapporteur de la loi, et elle fut finalement votée en 1905. Pas forcément dans le calme, y compris dans l'attention. Il s'agissait bien à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure dans mon humeur, d'évacuer l'Église catholique, les chrétiens du pouvoir de la République dans lequel ils avaient un contrôle permanent, et de rendre, j'allais dire, au peuple français sa souveraineté laïque, de façon à ce que la démocratie et la République puissent être appliquées de façon cohérente au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Merci d'être notre invité, Jean-Raphaël Nothomb. Aujourd'hui, ça veut dire quoi être franc-maçon ? D'abord, merci de votre invitation, et qui me touche beaucoup en ce jour anniversaire important. Nous aurons l'occasion, j'imagine, de revenir sur la loi de 1905. Et si je suis ici, ce n'est pas pour parler la langue de bois, mais pour faire entendre notre voix un peu singulière, à la fois au sens de la franc-maçonnerie, mais également au sens de la République, puisque la vedette aujourd'hui, c'est une loi républicaine. Donc je suis à votre disposition. Ça veut dire quoi aujourd'hui, être franc-maçon, en tout cas à la Grande Loge de France ? 2-3 éléments. C'est d'abord privilégier le doute sur les certitudes. C'est privilégier le temps long sur le temps court. C'est privilégier la profondeur et la spiritualité sur la superficialité des choses. Et c'est, autant que faire se peut, donner un peu de sens à une vie qui, de manière générale, est aujourd'hui assez chaotique. Alors, la Grande Loge de France, il y a d'autres obédiences. Alors, c'est la GLDF. Il y a aussi la Grande Loge maçonnique de France, et puis surtout le Grand Orient, qui est, j'allais dire, le versant, on dit pour résumer, le versant gauche, un petit peu plus progressiste. À la Grande Loge de France, on croit en Dieu. Je pense que c'est une des caractéristiques qui fait partie de votre rituel. Alors, si je peux me permettre... Vous acceptez qu'on croit en Dieu. Alors, si je peux me permettre... Allez-y, non, soyez pédagogue, parce que nos auditeurs, quelquefois, peuvent s'y perdre. La grande valeur et la grande richesse de la Grande Loge de France, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire en Dieu, on a de tout. C'est justement la liberté de conscience. Elle est laïque, en soi. Alors... on a inventé la laïcité avant la lettre. D'accord. Et la particularité de la Grande Loge de France, c'est que vous y retrouvez des libres penseurs, des cathos, des protestants, des juifs, qui s'entendent très bien, et pour qui la croyance personnelle n'est pas un sujet. Et c'est ça qui nous permet de cultiver ce vivre ensemble qui manque tant à la société qui nous entoure aujourd'hui. Pour autant, le grand architecte de l'univers fait partie, j'allais dire, des structures philosophiques de cette obédience. Mais c'est justement là toute l'astuce de ceux qui ont été les initiateurs de cette notion. Je vois que vous y connaissez quand même beaucoup. Le grand architecte de l'univers, c'est le Convent de Lausanne, 1875. Et en fait, cette définition... permet à chacun de se retrouver comme bon lui semble. Ça peut être le Dieu des Juifs, ça peut être le Dieu des catholiques, ça peut être l'univers, ça peut être un rien des libres penseurs, ça peut être tout cela derrière un même vocable qui, en fait, ne désigne pas à nommément parler ce qu'il représente au sens de l'habitude que l'on en a. Donc c'est pas forcément une divinité, une entité divine. Et lorsque président Mitterrand, dans ses adieux, dit « je crois aux forces de l'esprit », ça peut être aussi une vision de l'esprit, ça peut être... c'est une force supérieure dont on pourrait considérer qu'il est à l'origine de l'univers sans avoir plus de précision. Nous avons une deuxième expression moins connue qui consiste à parler de principe créateur. Et ce principe créateur, là aussi, est un vocable extrêmement général, très transversal, derrière lequel chacun retrouve ce qu'est sa croyance ou sa vérité. Et le fondement même de la liberté de conscience et de la tolérance qui règne au sein de nos loges, elle repose sur cette idée fondatrice-là.
Alors, il y a dans la définition de votre ordre de la Grande Loge de France un terme qui m'a toujours intrigué, rite écossais ancien et accepté. C'est charmant comme définition, mais ça veut dire quoi? Alors, je vais vous en donner la réponse. Alors, d'abord, juste un petit mot. Vous avez traité le Grand Orient de force de gauche et progressiste. C'est comme ça qu'elle est perçue, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être un petit peu caricatural, parce que par opposition, cela voudrait dire que nous sommes de droite et plus traditionnels. On va y revenir, Jean-Raphaël, voilà. Donc, non, c'est pas exactement ça. Les nuances sont beaucoup plus sensibles. Alors, rite écossais ancien et accepté. Oui. Le A de accepter est le plus intéressant. C'est poétique comme formule. Oui, mais qui dénote une réalité historique incroyable. Les dernières loges opératives d'Écosse, ça remonte à il y a 300 ans, se sont dit un jour, nous allons accepter des spécialistes du droit, de la vente, c'est-à-dire des non-opératifs, en se disant, écoutez bien, réparer des murs, c'est bien, réparer des hommes, c'est mieux. Le A de accepter, ça vient de là. Donc c'est une ouverture humaniste. C'est une ouverture humaniste et qui fait de nous les descendants des bâtisseurs de cathédrales et des maçons opératifs. Alors, la genèse de la franc-maçonnerie, on dit toujours, c'est le temple, le roi Salomon, c'est là où, j'allais dire, naît l'esprit de la maçonnerie, qui est une forme de syndicalisme, quelque part, au départ. Alors, avant de parler de syndicalisme, je parlerai plutôt de symbolisme. C'est-à-dire que, sans vouloir vous révéler tout de suite tous les secrets maçonniques, oui. Ce que l'on... On n'aura pas assez de l'émission, je vous signale. Enfin, oui, ce que l'on appelle par ce temple au sens générique du terme, qu'est-ce que c'est? C'est une construction. Et au lieu d'être une construction matérielle, pour les maçons de la Grande Loge de France que nous sommes, c'est aussi la construction de son temple intérieur, c'est-à-dire de sa recherche personnelle. Nous sommes très socratiques. Nous adorons la phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc il y a de l'hellénisme dans la franc-maçonnerie, dans la philosophie maçonnique. Énormément, bien sûr, mais pas que ça. Il y a de l'alchimisme, il y a de toutes sortes d'origines traditionnelles, et surtout symbolique, parce que si nous avons des références à quelques courants spiritualistes que ce soit, nous prenons toujours ces références au sens du symbole qu'ils nous apportent et non au sens de la vérité révélée. Alors pourquoi faut-il laisser ces métaux à la porte du temple et ne pas rentrer avec? Là aussi, pour ne pas ressembler à l'Assemblée nationale le certain mercredi après-midi. D'accord. Donc vous voulez dire que dans une tenue, lorsqu'il y a une réunion maçonnique dans une loge, les débats qui y sont des débats qui ne doivent pas être trop influencés, j'allais dire, par la controverse, par la polémique extérieure. Vous vous protégez. À commencer par les règles de comportement. Demain, vous allez devenir apprenti. La première chose qu'on vous demandera, c'est de garder le silence pendant 1 an. Ouf. Pour apprendre le silence. La deuxième chose qu'on vous apprendra, ils ont à mon avis, des stages à faire parmi nous. On vous apprendra à ne jamais couper la parole. La troisième chose qu'on vous apprendra, c'est de ne jamais répondre frontalement, mais de faire en sorte que une forme de triangulation de la parole permette à la parole de rester raisonnable et sans opposition frontale. Autant de leçons que nous pourrions donner pour le vivre ensemble dont nous avons besoin. Donc effectivement, on peut en déduire que les valeurs fondatrices de la laïcité sont des valeurs conformes à la philosophie maçonnique. Alors, plus que ça, c'est conforme à l'esprit des Lumières et du XVIIIe siècle. C'est le sens critique, c'est la raison, c'est le respect de l'autre, c'est la parole pesée, fonction de ce qu'est aussi en miroir la parole de l'autre. Tout ça, ce sont des valeurs que l'on retrouve dès le XVIIIe siècle, qui se sont propagées avec le siècle des Lumières, et dont nous sommes encore aujourd'hui les défenseurs et les protecteurs. Qui sont vos ennemis aujourd'hui, les gens qui ne vous aiment pas encore? Les religions, précisément, peut-être? Surtout pas. Surtout pas. Non, c'est les totalitaires en tout genre. Dès que vous avez un État qui devient, comme l'on dit maintenant, illibéral, tyrannique, soyons très clairs, les premiers empêcheurs de tourner en rond, c'est les francs-maçons. Je rappelle, hélas, cette histoire tragique de la France. Qui était dans les wagons en direction des camps? C'était les Juifs, c'était les francs-maçons. Et puis c'était tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient un peu en marge. Les tziganes, les homosexuels et les autres. Mettez un tyran à la tête d'un pays, immédiatement, les premiers visés, ça sera les porteurs des Lumières et de la liberté de parole. La fameuse coalition judéo-maçonnique. Elle est aussi catholique, puisque j'en suis un. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, le régime de Vichy, c'était sans leitmotiv.
Nous avons quelque chose de bouleversant et je vous invite à venir le voir. Nous sommes détenteurs des fiches de Vichy sur les francs-maçons et sur les juifs. Elles sont dans nos archives. Nous le prenons comme un moment d'histoire bouleversant dont nous sommes les garants pour que plus jamais on ne retrouve ce type de comportement épouvantable de l'État français. Quel était le signe distinctif que l'on a figé sur le vêtement des francs-maçons? Je crois que c'était un... Alors... c'était pas tellement cela l'idée. L'idée, c'était déjà le principe d'une fiche réalisée dans lequel l'on demandait aux uns et aux autres leur appartenance maçonnique, certes, mais leur appartenance religieuse, leur appartenance philosophique et politique. Et si vous me le permettez, parce que vous avez été très vite, nous avons, au sein de la Grande Loge, tous les courants spiritualistes et religieux représentés et qui vivent en bonne intelligence. Et nous vivons en bonne intelligence avec l'ensemble des représentations institutionnelles de ces courants, à une toute petite exception. Ce sont les chrétiens catholiques, mais les choses sont en cours, grâce à des messagers de bonne volonté. Nous allons poursuivre cet échange et vous allez nous préciser encore plus ce qu'est la pensée maçonnique par rapport à la laïcité, cette loi de 1905. Dans quelques instants, nous sommes avec Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Loge de France, et nous dissertons avec beaucoup de sérénité sur justement ce qu'est aujourd'hui la franc-maçonnerie au XXe. Et si vous... Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Il est 13h19, vous êtes avec Périco Légas qui reçoit Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France, et nous discutons aujourd'hui de ce qui est devenu la laïcité, dont nous célébrons les 120 ans. Nous célébrons les 120 ans de la loi de 1905, et Jean-Raphaël Nothomb nous explique que la laïcité est un peu l'ADN de la maçonnerie, pour ne pas dire que c'est la maçonnerie qui est à l'origine de cet esprit de tolérance. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut présenter les choses? C'est un peu raccourci, mais disons que nous portons en nous cette liberté de conscience de manière assez naturelle. Et très naturellement, ceux d'entre nous qui, à un moment donné, ont eu des responsabilités institutionnelles ou parlementaires, ont été tentés de le traduire dans le vivre ensemble de la République. C'est comme cela qu'on pourrait dire les choses. Cette notion de tolérance manque cruellement aujourd'hui au débat politique, au débat républicain. Les francs-maçons ont été partie prenante de la vie politique française dans l'histoire. Il y a même des grandes personnalités. On peut en citer quelques-unes. Je prends l'exemple de Talleyrand, par exemple. Alors, c'est un peu loin, et je pense que par rapport à vos auditeurs, ça ne parlera plus beaucoup. En revanche, permettez-moi de citer très rapidement 3 exemples. Pierre Brossolette. Oui. Résistant. Grand résistant. Qui préfère se suicider plutôt que de donner le nom des hommes de son réseau. Il se défenestre. Il se défenestre. Franc-maçon de la Grande Loge de France. Quand vous citez la Grande Loge de France, la fierté qu'elle a d'être la plus grande institution privée à disposer de compagnons de la Libération. 7, dont Pierre Brossolette, Félix Eboué, Hubert Germain. Mais Félix Eboué, gouverneur du Tchad, le premier résistant, le premier gaulliste, le premier engagé aux côtés du général de Gaulle. Africain, bien sûr, tout à fait. Et que dire de Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui était le conseiller technique et politique de Simone Veil, à qui l'on doit d'avoir été l'instigateur de ces lois incroyables qui ont été votées dans des circonstances qui n'ont pas toujours été, l'on s'en souvient, extrêmement simples. Et comment ne pas citer Arnaud Beltrame ? Arnaud Beltrame, qu'il y a... le gendarme qui a fait don de sa vie. Fait don de sa vie, et qui nous a fait l'honneur d'appartenir à une loge qui porte un très joli nom. Elle s'appelait Joseph Bonaparte à la Grande Loge de France. Voilà, je rappelle les circonstances, il y avait une prise d'otage dans le... Exactement. Ce sont des exemples vivants de ce qu'est l'engagement au service de la République. Alors je faisais allusion à Talleyrand pour vous dire qu'il y a de grands personnages historiques. La franc-maçonnerie est présente dans l'histoire de France depuis la nuit des temps. On aura ensuite des doutes sur on l'était pas, parce que nous sommes d'accord que ça doit rester secret. J'allais dire, il n'y a que les dignitaires qui peuvent révéler leur appartenance à une loge maçonnique telle que vous, le grand maître, et que je crois qu'un franc-maçon a le droit, on va pas dire que c'est une taquia, mais il a le droit de mentir s'il n'a pas envie de révéler sa appartenance à la franc-maçonnerie. Oui, c'est une forme de protection. En revanche, ça dépend des cultures, ça dépend des moments. Et ce que nous remarquons aujourd'hui, moi j'ai été élu sur une volonté d'ouvrir nos portes. Et nous invitons tous ceux qui veulent venir nous découvrir à le faire. À l'occasion des Journées du patrimoine, nous avons eu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs qui sont venus voir nos temples.
parce que nous n'avons rien à cacher. Le secret ne porte pas sur les murs, sur les objets, mais il porte sur cette méthode incroyable qui permet à chacun d'entre nous d'être un peu meilleur demain qu'il ne l'était hier. Alors, sans rentrer dans la polémique, mais on peut aussi y rentrer, qu'est-ce qui vous distingue le Grand Orient? Le Grand Orient est une obédience maçonnique à laquelle appartiennent ou ont appartenu aussi des personnels politiques très connus, notamment à gauche. Alors, est-ce qu'on peut révéler leur identité aujourd'hui parce qu'ils ne s'en cachent pas? Il y en a eu plus récemment dans l'histoire de la Ve République également. C'est une nuance qui est philosophique, c'est une nuance politique, c'est une nuance éthique? Alors, soyons très clairs. D'abord, par les temps troublés qui sont les nôtres, ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise. Et quand on faisait monter des francs-maçons dans les wagons, on leur demandait pas s'ils étaient à la Grande Loge de France ou au Grand Orient. Évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes, nous, les représentants d'un courant très ancien. Nous ne leur en voulons pas d'être plus récents que nous. Ensuite, c'est vrai qu'ils sont plus engagés de manière collective dans des choix de société. Nous sommes plus engagés de manière individuelle et dans des choix éthiques, de valeurs et de vertus. Et nous sommes, pour résumer le tout, plus dans une démarche de recherche intérieure spiritualiste. Eux sont plus dans une démarche d'engagement sociétal. Mais on est vraiment aux marches de la différence. Vous convenez que la franc-maçonnerie française en général a pu compter quelques brebis galeuses et que certains individus sont entrés dans la maçonnerie ou ont dévié ensuite pour en faire un centre d'intérêt, de filière, de réseau, et dont certains se sont finis devant les tribunaux et en prison. Puis-je me permettre d'être un peu provocateur? Ah mais vous devez être provocateur. Nous avons tous nos brebis galeuses. J'ai cru comprendre d'ailleurs que chez les journalistes, il y en avait aussi. Nous n'en manquons pas. Eh bien, nous, les nôtres, on les vire quand on les identifie. Et on essaye de faire en sorte, au moment où ils rentrent, qu'il y en ait le moins possible. Mais parfois, c'est vrai qu'ils avancent masqués. En revanche, nous sommes d'une brutalité sans nom à l'égard de ceux que nous dévoilons dans nos obédiences, toute obédience confondue, et que nous virons dans le cadre d'un accord commun de toutes les obédiences. Vous parlez pour votre obédience, pour votre loge, je pense, oui. Je parle pour l'ensemble des obédiences françaises qui ont ce point commun de mettre à la porte ceux qui agissent en son nom de manière déviée. Êtes-vous sûr, vous n'êtes pas peut-être habilité à en parler? Je pense qu'au Grand Orient, il y a eu quelquefois des individus qui se sont maintenus dans la maçonnerie alors qu'ils auraient pu en sortir. Bon. Permettez que je parle de ma propre famille. Bien sûr. Je ne vous vois pas parler d'une autre station de radio. Non, non, bien sûr, mais alors non, mais c'est très important ce que vous dites parce que à Sud Radio, nous admettons le débat, nous admettons la controverse avec nos confrères que nous sommes ravis de recevoir, et quelquefois, lorsque nous considérons qu'il y a un autre média qui a peut-être transgresser la vérité ou modifier une information selon les critères qui sont les nôtres, nous n'hésitons pas à ouvrir ce débat, à les interpeller. Ce qui était autrefois dans la presse, on ne s'attaquait pas entre confrères. Ici, nous le faisons de façon tout à fait cordiale, conviviale et naturelle, mais nous n'escamontons pas le débat lorsqu'il y a divergence et lorsque nous estimons qu'il faut rectifier la vérité. Pour tout vous dire, ma présence aujourd'hui, grâce à votre invitation, c'est de ne pas laisser d'autres, des malfaisants, dire qui nous sommes et ce que nous ne sommes pas, mais plutôt de le dire nous-mêmes. Et vous le faites très bien. Alors, on va mettre les pieds, si je puis dire, dans le plat par rapport à l'actualité qui nous touche. La loi de 1905 est une loi de séparation des églises et de l'État qui est là pour garantir la liberté des cultes. C'est d'abord le projet, c'est de protéger les religions et de s'assurer que, j'allais dire, les paramètres confessionnels n'interviennent pas dans la gestion de la République, en tout cas dans le domaine public. Comment expliquez-vous, Jean-Raphaël Nothomb, qu'aujourd'hui cette loi soit si malmenée, si controversée? Alors, que ce soit de la part des gens qui défendent le fait religieux, on peut le comprendre, même s'ils se trompent, puisque c'est pour les protéger, mais que des gens qui sont des républicains convaincus vous disent, oui, la laïcité, finalement, c'est une arme, pour utiliser le terme utilisé, c'est une arme anti-religieuse, c'est un instrument anti-islamique. Absurde comme raisonnement. Totalement. Je voudrais juste d'abord vous rappeler que dans l'article 1 de la loi, ce dont on parle, c'est de liberté de conscience. Oui. Qu'ensuite, chacun s'accorde à reconnaître à Aristide Briand un rôle tout à fait incroyable dans la rédaction de cette loi. Et on dit qu'à cette occasion, c'était une politique d'apaisement qu'il souhaitait mettre en œuvre. Ensuite, je rappelle, c'est aussi un fait historique, que Aristide Briand, à l'époque, avait déclaré « Si demain, on est demain, il devait y avoir des difficultés, c'est toujours le versant libéral qui devrait être choisi sur le versant punitif. » Et puis, pour répondre très directement à votre question, puisque vous m'avez invité pour cela, c'est pas la loi qui se porte mal.
c'est la société. Ne faisons pas porter à un texte législatif tous les maux de la terre. C'est bien la société dans laquelle nous vivons, qui aujourd'hui est plus chaotique que jamais, et qui fait qu'une loi qui a 120 ans d'existence, toujours solide sur ses principes et ce qu'elle exprime, a aujourd'hui plus de difficultés à être respectée et exprimée. Nous sommes avec Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France. Nous discutons des enjeux de la laïcité, des 120 ans de cette loi, et nous essayons de comprendre comment cette laïcité aujourd'hui, mal comprise, mal menée, a besoin au contraire de soutien et d'adhésion républicaine. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 08 126 300 300, et Jean-Raphaël Nothomb sera tout à fait d'accord pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Vous n'avez peur d'aucune question. En toute liberté, rien ne nous fait n'hésitez peur. pas à appeler, chers auditeurs. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas sur Sud Radio et je reçois Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France, avec lequel nous avons un échange serein, mais j'allais dire concret et direct. Jean-Raphaël Nothomb, aujourd'hui la défense de la laïcité passe par, j'allais dire, la pédagogie de cette loi de 1905, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle n'a pas de défaut en soi, elle est mal interprétée, elle est mal lue, elle est même présentée de façon fallacieuse. Est-ce que là-dessus les francs-maçons sont tous d'accord sur la façon dont il faut interpréter cette loi de 1905 et sur la façon dont il faut vivre la laïcité en République française? Alors, pour répondre très directement, la réponse est non. Ah bon? La réponse est non. D'abord, il y a un débat, mais c'est un peu le sexe des anges. Certains se battent oriflamme dehors sur la constitutionnalisation de la loi de 1905. Mais pardon, le terme laïcité figure dans l'article 1er de la Constitution française. Mais pas dans la loi de 1905, contrairement à ce qu'on pense. Oui, mais l'on parle L'idée y est, mais pas le mot. Exactement, mais n'inversez pas les choses. Oui. Le terme, lui, est déjà constitutionnalisé. Ne nous battons pas là-dessus. Ce qui compte avant de modifier la loi, c'est de la faire appliquer dans ce cas-là. Article 1 de la Constitution, Exactement. République laïque et sociale. La France, voilà. Et indivisible. Et indivisible. Alors, quelle est votre nuance? On va être très précis. Vous estimez que vous avez une lecture de la loi de 1905 qui est rigoureuse, ou au contraire, vous la voulez plutôt ouverte par rapport au Grand Orient, qui aurait une lecture un petit peu fondamentaliste, si je peux m'exprimer ainsi, un peu intégriste de la loi de 1905? Alors, je vous laisse les qualificatifs, Oui, ils n'appartiennent qu'à vous. Ce juge. Mais c'est vrai que nous avons une vision qui repose plus sur la liberté de conscience, qui fait partie de notre ADN, de nos bases vraiment fondamentales. Et je voudrais, pour cela, utiliser un exemple. Nous n'avons pas à nous engager dans une laïcité punitive, une laïcité d'interdiction, mais plutôt sur une laïcité d'éducation et de compréhension. Je vais vous... je vous prends au mot, sur le voile à l'école. Est-ce que la Grande Loge de France considère que le voile n'a pas à pénétrer dans les classes des écoles de la République? Permettez, et ce n'est pas une espèce de pas de côté que vous je vais faire à votre question. Je ne m'esquiverai pas. Mais je préfère, plutôt qu'un ministère de l'anti-voile, un ministère du creuset républicain. Apprenons le creuset républicain. Bien sûr. Quand vous partez avec ce petit bout de la lorgnette de faire de ce voile l'ensemble des agitations politiques et sociales françaises, est-ce à dire, je vais vous prendre au mot, venez dans mon village, en Corse, Monticello, une fois par an, à l'occasion de la fête patronale, le Saint-Roch se balade dans les rues du village. Est-ce que c'est un signe ostentatoire religieux? Bien sûr que non. C'est une tradition populaire ancienne. Et que l'on soit catholique, juif, musulman, protestant ou libre penseur, on se retrouve à Pastourelle pour boire l'apéritif à la fin de la cérémonie. Donc la crèche dans la mairie ne vous choque pas? Absolument pas. Évidemment que non. Si elle fait partie d'une tradition, d'un rituel ancien. Perico, oseriez-vous prendre une scie disqueuse et aller scier tous les calvaires à la sortie de nos villages? Évidemment pas. Non, mais là nous parlons des édifices. Posez la question. Nous parlons des édifices publics, des édifices de la République, sur le fronton, là où liberté, égalité, fraternité est appliquée. Le fait religieux n'a pas à rentrer à l'intérieur, il doit rester dans la sphère privée. Est-ce que là-dessus, la Grande Loge de France est très stricte et très précise? Nous sommes en
parfaite identité avec l'idée originelle des rédacteurs de la loi de 1905 qui considèrent que c'est avant tout une loi de liberté et de tolérance et pas une loi d'exclusion et d'interdiction. Mais vous convenez, monsieur le grand maître, que si cette loi est enfreinte par des gens qui ne veulent pas la respecter ou qui considèrent que c'est un autre dogme religieux qui passe avant les lois de la République, là, la République doit se défendre. Ça, vous en convenez quand même. Rien que dans votre formulation, vous êtes déjà à la limite de la polémique. Nous préférons, nous, dans ce cas, répondre. Nous sommes profondément républicains et la loi de la République doit s'appliquer de manière égale pour tous. Une anecdote. Nous avons, samedi dernier, nous avions une assemblée générale de tous les députés de la Grande Loge venus du monde entier. Nous avons remis au goût du jour une vieille tradition. Nous avons tiré la plus grande santé de France en hommage à la liberté de conscience. Expliquez ce qu'est tirer la santé. Alors, reprenez les livres d'histoire et de la Troisième République. Moi, je la connais, mais c'est pour nos auditeurs. On lève son verre et on dit « santé, buvons pour la liberté de conscience », parce que la liberté de conscience est un ferment de vivre ensemble, et donc de joie du vivre ensemble, et non pas de discorde et de division. C'est comme cela que nous la vivons. Et vous ne pourrez jamais, avec quelque loi que ce soit, régimenter qui que ce soit. Ce n'est pas comme cela que les choses fonctionnent. C'est à l'inverse, par la pédagogie, par le creuset. Permettez que je cite un exemple, jamais cité. Aujourd'hui, l'armée française, l'armée de terre en particulier, que je connais un peu mieux, au travers de ce poste de réserviste opérationnel que j'ai occupé. Dans quel grade J'étais colonel. Et par ailleurs d'auditeur de l'IHEDN. Quelle est la vertu de l'armée? C'est qu'aujourd'hui, elle est encore un creuset républicain dans lequel il n'y a pas d'interrogation quant à l'application de la loi de 1905. Elle est vigilante parce qu'il y a toujours des tentatives, y compris dans la police, mais je sais que l'armée est vigilante. Elle répond à votre interrogation, elle fait en sorte que la loi soit respectée, mais par ailleurs, l'on peut dire qu'elle est un ferment de creuset républicain et que ça fonctionne encore. Donc inspirons-nous de ce qui fonctionne plutôt que de nous apitoyer sur ce qui ne fonctionne plus de la part de quelques minorités que ce soit. Jean-Raphaël Noton, il y a Philippe qui nous appelle de Nice, auditeur de Sud Radio. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Pédico. J'enlève le haut-parleur, ça risque de faire des échos. Oui, voilà. En fait, je voulais poser une question au grand maître Jean-Raphaël Noton au sujet de ce qu'il pense, parce que j'ai été, je vais pas raconter ma vie, j'ai été franc-maçon dans la Grande Loge de France, mais comme j'étais pas seul, j'ai dû démissionner. Mais je veux savoir ce que le grand maître pense du rite écossais primitif, parce que je pensais que la franc-maçonnerie débutait après les constitutions d'Anderson, donc avec le XVIIIe siècle et donc le siècle d'or. Oui. Et donc, pour préciser ma question, voilà, que pense le grand maître Jean-Raphaël Noton de la conception de Dieu? Est-ce le Dieu catholique ou est-ce le Dieu de Spinoza ou la conception de Pascal, l'infiniment grand ou l'infiniment petit? Voilà. Merci de nous poser et de me poser cette question pour que j'y réponde sans détour. Soyez pédagogue, Jean, parce que la question est très précise, elle est vraiment dans la nuance de ce que peut être la maçonnerie. Eh bien, mon très cher ancien frère, c'est ce que vous souhaitez, et c'est bien ça l'expression de la liberté de conscience. On s'en fiche. On s'en fiche. Je pourrais résumer la laïcité et la liberté de conscience telle que nous la concevons et surtout telle que nous la vivons. Je respecte ce que vous pensez parce que vous respectez ce que je pense. Et donc à partir de là, peu importe ce qu'est votre définition du Dieu, d'un principe créateur, c'est votre conscience à vous et nous la respectons. Donc vous seriez un peu voltairien, si je comprends bien. Ah, on l'a adoré, le grand horloger. Est-ce qu'il était des vôtres, Jean-Marie Arouet? Alors, on dira que dans l'esprit... Quel nom de Voltaire, je me permets. On dira que dans l'esprit, de manière absolue, oui, il semblerait qu'il ait été initié, mais qu'il n'ait pas beaucoup pratiqué, mais peu importe, dans l'esprit, il l'était de manière évidente. Jean-Jacques Rousseau l'était? Exactement. Bon. Ça n'empêche pas. Vous voulez que je vous donne tout l'annuaire de la Grande Loge de France? Non, mais donnez-nous quelques noms, que les gens comprennent bien. Voilà, ces grands philosophes. Les Lumières, est-ce que les Lumières sont quand même d'obédience ou d'influence maçonnique? Évidemment, évidemment. Diderot. Ça nous a d'ailleurs valu le fait d'être excommuniés. C'était au mi-temps des années 1700, parce que nous étions à cette époque-là porteurs d'une forme de liberté de pensée qui gênait un peu les deux totalitarismes de l'époque. Et les deux se sont arrangés pour essayer de nous mettre hors jeu,
Finalement, ils n'y sont pas arrivés. Je faisais allusion à mon village en Corse, à Monticello. Je vous ferai remarquer que dans les années 1800, c'est l'ensemble de la famille de Napoléon Bonaparte qui était à la direction de la Grande Loge de France et surtout à l'époque du Suprême Conseil de France et qui a été un promoteur important de la franc-maçonnerie au travers, l'histoire le dit peu souvent, de loges régimentaires qui se sont embarquées dans ces fameuses guerres napoléoniennes dans toute l'Europe. Elles n'ont pas laissé qu'un bon souvenir, mais en revanche, les loges régimentaires ont transmis cet esprit des Lumières partout en Europe. Donc vous rappelez qu'il y a de la tolérance, j'allais dire, à l'application de la religion en Corse, où la laïcité, quelque part, est une réalité. Vous êtes peut-être battu par les Basques, où, à l'époque où il y avait des assemblées de village, les représentants des communautés territoriales, les membres du clergé étaient interdits de présence de moins de 2 kilomètres de l'endroit où il y avait réunion, pour qu'il y ait sûr qu'il n'y ait aucune interférence de la religion dans la vie publique. J'étais sûr que vous feriez allusion à vos racines basques. Je vous rappelle s'il y a bien deux peuples qui s'entendent très bien, parce que très légèrement rebelles sur les bords, c'est les Corses et c'est les Basques. Nous avons eu à découdre avec la France quelquefois, même si nous aimons la République. Exactement. Quand ont commencé les persécutions contre la maçonnerie, je parle de répercussions, de répression et voire éventuellement d'atteinte à la personne physique. Alors, je vais dire de tout temps, parce que le problème n'est pas celui de la chronologie historique, mais celui du système politique qui est à la tête d'un pays ou d'un autre. Nous avons aujourd'hui, par exemple, dans le Maghreb, deux situations extrêmement contrastées. L'Algérie, qui est aujourd'hui une terre de misère pour la franc-maçonnerie, mais j'ajouterai de manière générale pour les idées des Lumières. Et de l'autre côté, le Maroc, aujourd'hui, qui est une terre d'accueil positive et tolérante. Je cite ces Est-ce qu'il y a des leaders musulmans, enfin civils ou religieux, qui se revendiquent de la maçonnerie, ou on reste très discret dans ces pays-là sur cette question? En Algérie, soyons très clairs. Oser au FLN, il y avait des francs-maçons. C'est pas aussi simple que cela. Et en tout état de cause, je vous parle d'une époque contemporaine dans laquelle il y a une forme de radicalité par rapport à ces idées, et certaines autres, qui fait que la maçonnerie ne peut pas exister. Mais au-delà de la maçonnerie, les idées des Lumières. En revanche, j'insiste, vous avez du côté du Maroc une expression tout à fait harmonieuse, sereine, libérée, et qui participe de l'évolution de la société marocaine. Je dis cela pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame en traitant le Maghreb d'un seul revers de main et en considérant que tout se ressemble, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Aucun malentendu possible. Donc, on voit bien que la laïcité, la franc-maçonnerie reste aujourd'hui dans leurs relations, dans leur définition, au cœur du débat. Nous sommes avec Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France. Ce que nous racontons est à la fois, j'allais dire, passionnant et historique, en tout cas très pédagogique, parce que c'est un univers que les Français ne connaissent pas forcément de façon précise, et grâce à vous, grâce à votre présence, on peut aujourd'hui en savoir un peu plus. Vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. Jean-Raphaël Nothomb répondra à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas qui reçoit Jean-Raphaël Nothomb, grand maître de la Grande Loge de France, et nous discutons de façon non passionnée mais sincère des enjeux de la laïcité, ces 120 ans de loi de 1905, et dans la réalité d'aujourd'hui, comment faut-il la défendre? Jean-Raphaël Nothomb, pour autant, le débat, je ne vais pas dire qu'il fait rage, mais il est actif, il est quelquefois violent, il y a des forces contraires et il y a des attaques très fortes contre la laïcité. La Grande Loge de France a pris des positions très claires là-dessus. Nous considérons que nous avons une responsabilité et que la voix qui est la nôtre doit être entendue, non pas au terme d'un choix partisan, qui n'est pas le nôtre, mais au terme d'une défense des valeurs essentielles du vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons essayé d'alerter au travers d'écrits, comme c'est le cas dans le Figaro ce matin. Ce dont nous parlons, ce n'est pas d'un débat pour ou contre. Nous tentons d'alerter sur ce qu'est notre inquiétude, et j'ai utilisé dans cette tribune le terme de crépuscule de la liberté de conscience, parce que nous pensons qu'elle est en danger. Qu'est-ce qui la menace le plus aujourd'hui, à vos yeux ? Je pense qu'à l'image de ce que disait Marc Bloch en 1940, oui, c'est le fait qu'on s'avoue vaincu.
On ne peut pas s'avouer vaincu lorsque l'on est porteur d'une espérance. L'étrange défaite était le titre de son livre. L'étrange défaite. Nous ne pouvons pas nous avouer vaincus dès lors que nous sommes porteurs d'une espérance. C'est notre cas à la Grande Loge de France. Et donc, nous alertons en disant, remuez-vous. D'où est partie cette tribune ? D'un fait singulier. Le président de la République, vous avez d'ailleurs eu la délicatesse d'en mettre un extrait au début de cette intervention, est venu à la Grande Loge de France, temple Pierre Brossolette, en mai dernier, faire son grand discours mémoriel sur cette loi. Depuis, quel hommage solennel de la République ? Oh, certes, le Premier ministre, mais il est très occupé. S'est déplacé hier sur la tombe d'Aristide Briand. Mais quoi d'autre ? Rien. La République est très discrète, je trouve, pour cet événement. Alors, ce n'est que 120 ans, c'est pas 150 ni 100, mais quand même, vu la conjoncture, on aurait apprécié que la République et que la classe politique dans son ensemble se manifeste plus que ça. Nous sentons le devoir de nous engager, non pas encore une fois pour des choix partisans, mais pour alerter et mobiliser chacun d'entre nous, parce que ce ne sont pas les grands hommages solennels des Perrons qui suffiront. La laïcité, la liberté de conscience, elle commence au niveau du pas de porte de chacun d'entre nous. Jean-Raphaël Nothomb, comment a-t-on pu en arriver là ? Puisque vous nous expliquez très légitimement que vous êtes un peu, pas le gardien du dogme, mais que vous êtes un peu la maçonnerie. Dogme, jamais de dogme. Non, quand je dis gardien du dogme, vous veillez à ce que ce patrimoine, cette richesse philosophique, qui est un élément de la philosophie républicaine, est malmenée. Est-ce que vous avez, à un moment donné, vous aussi, vous êtes endormi, vous avez manqué de vigilance à la Grande Loge de France et dans la maçonnerie en général, pour faire en sorte que la laïcité soit aujourd'hui à ce point attaquée, mise en cause et menacée ? Ça, c'est inexplicable. Vous parlez de phénomènes brutaux et systémiques. C'est pas du tout ça. En fait, la difficulté, c'est l'abandon par toute petite touche de certains aspects de ce qu'était l'esprit des fondateurs de cette loi. Ah, quand même. Et la succession de ces abandons successifs et l'évolution de la société aboutit aujourd'hui à une forme de déséquilibre dans lequel on a oublié l'essentiel. Je reviens... Aviez-vous tiré la sonnette d'alarme à temps ? Alors que c'était à vous à le faire. Nous portons sans doute, comme tout le monde, une responsabilité collective. Nous essayons aujourd'hui, par le biais de votre invitation et d'autres invitations, d'alerter sur ce phénomène. Nous pensons que la mobilisation ne doit pas se faire sur les signes extérieurs de division, mais sur la reprise en main collective de la refondation d'un creuset républicain. C'est un peu abstrait, Jean-Raphaël Nothomb. Soyez plus clair dans votre prescription de remise à jour des valeurs laïques de la République. Alors, concrètement, politiquement, si vous étiez en situation de gouverner la France, quelles mesures concrètes prendriez-vous pour protéger la laïcité et remettre cette loi de 1905 à sa place ? Vous parlez de loi à remettre à sa place, mais c'est pas la loi qu'il faut remettre à la place, c'est la liberté de conscience qu'il faut remettre. Elle est oubliée, elle est contournée, elle est reniée. Parce que nous avons accepté de le faire. Nous avons par exemple... Qui ? Mais nous sommes tous responsables, à commencer par l'école, qui aujourd'hui laisse l'instruction civique comme une version seconde de ce qui est nécessaire pour former des futurs citoyens. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Nous sommes évidemment... Tout repose sur la connaissance, sur la raison, sur l'esprit critique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans la société qui est la nôtre ? Tout courant confondu. C'est une baisse de l'esprit critique, une baisse de la raison, une baisse du questionnement. On vous montre du doigt quand vous osez dire que vous n'êtes pas sûr de vous. Nous disons, cultivons le doute. Venez chez nous, nous vous ferons cultiver le doute, parce que c'est la meilleure façon de réapprendre à se poser la question, à se connaître soi-même pour mieux connaître les autres. Vous faites une immense différence, et qui est fondamentale pour un républicain, entre ce qui est la certitude et ce qui est la conviction. Voilà, bien sûr. La maçonnerie, c'est de la conviction. Je vais reciter Marc Bloch, qui disait qu'un des grands problèmes des sources de la défaite de 1940 était que la société française n'osait plus s'interroger sur elle-même, et n'osant plus s'interroger sur elle-même, elle a perdu le goût de découvrir ce qu'était ce qui vivait autour d'elle. C'est bien ça le fondement. Nous devons réapprendre au plus jeune âge, au plus grand nombre, comme c'est le cas par exemple dans les trinômes académiques que l'on retrouve à l'initiative de l'IHEDN dans toutes les écoles, où des profs d'histoire, géographie forment d'autres professeurs, forment des élèves à ce qu'est l'histoire de France et à ce qu'est l'histoire de la citoyenneté française. Ça, c'est une urgence absolue. Démultiplions ces initiatives. Il est grand temps. Pour autant, vous savez que des francs-maçons, quelle que soit leur obédience, mais également à la Grande Loge de France, ont payé de leur vie.
Vous évoquiez tout à l'heure Pierre Brossolette. Aujourd'hui, nous avons contre la laïcité des entités, des forces politiques, philosophiques, religieuses, agressives et très actives. Vous dites il ne faut pas aller dans le conflit, il ne faut pas être dans le punitif. Est-ce qu'on a le droit de se défendre, oui ou non, quand on est menacé ? Alors, Perico, si vous me le permettez, nous avons une loi qui, depuis 120 ans, bon an, mal an, se débrouille plutôt pas mal. Nous avons un caractère d'origine que lui voulait Aristide Briand, je vais citer ce terme, c'est la flexibilité, c'est-à-dire l'antidogme. Il y a des circonstances dans lesquelles il faut savoir trancher parce que l'essentiel est en cause, il y a d'autres circonstances dans lesquelles il faut avoir un comportement qui soit celui de la compréhension. En revanche, je vais vous faire une confidence qui semblera naturelle à tout le monde. Nous sommes partis pour un temps long. Nous n'aurons pas sur un claquement de doigts, d'un coup, le siècle des Lumières qui réapparaîtra dans tout son rayonnement. Nous avons un travail de longue haleine devant nous. Nous en sommes, nous, à la Grande Loge de France, des artisans convaincus, déterminés, mais nous savons que c'est le temps long devant nous qui doit nous dicter notre devoir. Autant de conversations qu'on peut avoir autour d'une table, et je signale que vous avez ouvert un restaurant au siège de la Grande Loge de France sous l'égide de Thierry Marx, qui est un grand cuisinier. Je voulais le préciser, ce n'est pas dans le débat, mais c'est la preuve que la sensorialité est aussi un humanisme, et je voulais saluer cette initiative de votre part. Alors, deux mots au sujet de cette initiative. D'abord parce que Thierry Marx, nous partageons avec lui non pas un engagement maçonnique, mais des valeurs communes, son école d'apprentissage, son école de la seconde chance, la manière dont il se comporte, l'homme lui-même, incroyable. Et puis cela participe également de notre volonté d'ouverture, parce qu'on ne peut pas s'opposer au dogme et être refermé sur soi-même. Et donc, je le dis à vos auditeurs, le cercle by Thierry Marx, qui est désormais le restaurant de la Grande Loge, est ouvert aux maçons et aux non-maçons tous les midis. Venez y découvrir un bistrot dans lequel on mange vite, bon, pas cher. Il y a des œufs mimosa à un prix défiant toute concurrence, et vous y serez heureux dans un décor maçonnique, et ça vous permettra de retrouver goût à la liberté de conscience et au bon vivre. Pour y célébrer la République, une, laïque et sociale. Et indivisible. Et indivisible. Merci Jean-Raphaël Nothomb d'avoir été notre invité aujourd'hui. Certainement à bientôt. Merci à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.